I can't do that. Infection. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films. Nous retrouvons le cinéma Les Fauvettes pour cette nouvelle émission. Donc évidemment, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Sens Critique et aussi aller directement sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Pour cette émission, je reçois tout d'abord Ilan. Bonjour Ilan. Bonjour. Tu écris à la fois donc pour Cinématiseur et cinevibe.fr. C'est ça. Nous avons aussi Simon. Bonjour. On te voit sur le cercle. Ça arrive. Et on te lit sur Écran Fantastique. Non, l'écran large. Oui, mais on m'y lit effectivement. Voilà. Mais l'Écran Fantastique, c'est pour Loris. Bonjour. Pour qui tu écris également pour la septième obsession. Voilà, j'ai un peu de mal ce matin, c'est un peu difficile. Et évidemment, Marc, qu'on retrouve également sur Screenmania et les carnets de découverte du lieutenant Schaeffer. Bonjour. Et puis moi-même, vous pouvez à la fois me lire sur Screenmania et CloneWeb, et évidemment le festivaldesbonsfilms.com. Donc, pour notre sélection de cette émission, nous avons choisi Alien Covenant de Ridley Scott, qui sort le 10 mai 2017 dans les salles. Alors non, évidemment, notre traditionnel débat du jury ne déterminera pas quel est le meilleur ou le pire des aliens de tous les films de la saga, qui est meilleur entre Ridley Scott ou James Cameron. On ne débattra pas forcément de ça aujourd'hui, mais on se posera plutôt la question, en faisant suite au film de Ridley Scott, on s'interrogera pour savoir s'il reste encore un cinéma d'auteur au-delà de 100 millions de dollars. Donc ça, c'est un petit peu la question pour le coup à 100 millions. Puis ensuite, nous terminerons notre émission avec la traditionnelle rubrique hors compétition, avec les coups de cœur ou coups de gueule peut-être de nos invités. Mais tout de suite, partons pour cette planète à plusieurs années-lumière de la Terre, où personne ne vous entendra crier. It's the first ever large-scale colonization mission. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? Alien Covenant, Ridley Scott revient à nouveau dans sa saga qu'il avait amorcée donc avec le Alien, le 8e passager, et était revenu en 2012 avec Prometheus. Et donc on est 5 ans après Prometheus. Là, il veut établir une nouvelle franchise avec Alien Covenant qui serait le début d'une première trilogie et tout ça. On rappelle évidemment que le film est interdit aux moins de 12 ans. Et Marc, peux-tu nous en faire le pitch sans trop le révéler ? Voilà, donc Alien Covenant se situe à peu près une dizaine d'années après les événements de Prometheus. On suit un autre vaisseau, donc c'est le Covenant, qui est un vaisseau presque une embarcation vers un nouveau monde, qui est un vaisseau dortoir dans lequel il y a des milliers de colons en hypersommeil, qui s'en va pour coloniser une planète qui est à l'autre bout de la galaxie. Ils font face à un accident qui réveille une partie, qui réveille l'équipage, le sort de l'hypersommeil, et suite à une avarie, puis mêlé à un appel de détresse qu'ils reçoivent d'une planète proche, ils font route vers la planète qui, bon là c'est pas forcément un spoil de dire, je pense que c'est évident, qui est la planète des ingénieurs, la planète des aliens, un peu tout, et la fameuse planète vers laquelle David et Elizabeth Shaw à la fin de Prometheus se dirigeaient. Donc voilà, ils vont rencontrer quelques autres pépins sur cette planète, en compagnie donc il y a une nouvelle héroïne qui est Daniels, et un nouveau droïde qui est Walter, donc l'alter ego, on va dire, positif de David, donc qui est interprété par Michael Fassbender. Voilà, alors tout d'abord je vais demander vos avis. Évidemment on aura une partie spoiler dans quelques minutes, mais tout d'abord à chaud, Simon, je crois que tu as été le plus enthousiaste sur le film de nous tous. Peut-être même le seul. Non, moi j'aime beaucoup le film, qui est pas exempt de défauts, mais que je trouve très intéressant à plein de niveaux. Déjà, on sent qu'il a été fait par Scott vraiment comme une réponse à Prometheus et à la réception de Prometheus, c'est-à-dire que au lieu d'avoir, on va dire, un décalque très atmosphérique des principes de mise en scène du 8e passager, là on est à la fois dans un espèce de best-of
que je trouve très ludique et assez rigolo des situations de la saga Alien. Enfin, clairement, on sent qu'il va se mesurer à Cameron, à Fincher pour dire hey, je vous emmerde, je fais mieux que vous. Ce que je trouve assez puéril mais assez rigolo. Il y a une dimension de série B très basse du front, très énervée, extrêmement cruelle. Il y a des plans dans le film que je trouve d'une cruauté envers les personnages. On retrouve vraiment la misanthropie très très funèbre que développe Scott depuis le décès de son frère, un truc qui culminait dans Cartel et vraiment là qu'on retrouve de manière assez étonnante. Enfin, il y a quelque chose qui était déjà présent dans Prometheus, qui était en germe et qui là, à mon sens, se développe de manière très intéressante. C'est que tu disais Daniels et l'héroïne. Je suis pas d'accord avec cette idée. Moi, je dirais que c'est une des seules à l'heure actuelle saga de science-fiction, on s'en fiche, mais une des seules grosses productions qui s'intéresse à non pas un anti-héros, mais à un héros négatif, vraiment, et un héros maléfique. Et du coup, ça injecte là-dedans quelque chose qui vient, à mon sens, du romantisme allemand, qui est entre Goethe, entre Faust. C'est aussi le mythe de Prospero, le mythe de Frankenstein est tout près. Et du coup, ça provoque une relecture de la mythologie alien qui me stimule assez. C'est-à-dire que de l'espèce de peur viscérale de la maternité, de cette engeance qui se retourne contre celui qui l'a engendré, on est là dans une peur à l'inverse de la paternité de celui qui crée et une angoisse qui vient de quelque chose, l'espèce de la boue noire, le black goo dont tout le monde a rigolé. Moi, je trouve que c'est un truc super intéressant qui est tout d'un coup une peur séminale au sens le plus concret et terre à terre de la chose. Et voilà, tout ce mélange fait que je trouve le film parfois déséquilibré mais très excitant et en plus je trouve qu'au premier degré, comme série B assez vénère, il fonctionne très bien. D'accord. Toi, Ilan? Moi, j'ai un peu filé la métaphore électorale en disant que c'est un peu du nini quand j'ai vu le film, c'est-à-dire que j'étais ni transporté ni totalement ennuyé. C'est pas un film que je rejette, c'est pas un film que j'adore. C'est un film qui a provoqué chez moi une espèce d'indifférence, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a de bonnes idées qui sont amorcées, mais à chaque fois qu'il amorce ces bonnes idées, tout d'un coup, il dérive vers autre chose qui n'est pas forcément intéressant pour finalement faire du best-of Alien, best-of Scott, où il s'autocite régulièrement. Et je trouve qu'à part cette autocitation permanente, le film ne raconte pas grand-chose. Il veut absolument raccrocher les wagons avec la saga, ce qui est pas... Voilà, moi, ce qui m'a pas paru forcément intéressant. En tout cas, il ne le fait pas de manière très intéressante. C'est-à-dire que je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus ambitieux, vu ce que ça voulait raconter. Et donc voilà, donc je trouve que c'est plein de bonnes idées amorcées, mais jamais concrètement bien exploitées. Donc j'étais un peu frustré, un peu finalement très indifférent devant tout ça. Ça n'a absolument rien suscité chez moi. D'accord. Loris? Moi, je dirais que ça a suscité un plaisir très régressif chez moi, parce que, comme disait Simon, il y a un vrai côté bas du front assumé et que j'ai beaucoup aimé en fait. J'aime pas en fait tout le côté intello du film, quoi. Mais alors vraiment, j'ai trouvé, ça m'a même surpris que le film soit aussi gore, que soit aussi décomplexé. Je m'attendais pas du tout à ça. Et d'ailleurs, c'est même étonnant qu'il soit au moins de 12. Enfin, on en parlera peut-être après. Mais... Moi, je m'étais déjà dit ça pour Logan et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu dis? Non, ça c'est moins de 12. Bon, je m'étonne plus, mais et effectivement, ça m'a beaucoup surpris et beaucoup plu. Et oui, il y a même un côté très très cynique, très désespéré, comme dans Cartel, qui m'a beaucoup plu. Après, voilà, dès que ça devient un peu un télo sur l'intelligence artificielle et tout ça, je trouve ça très déjà vu et pas intéressant du tout. Donc voilà, mitigé, mais j'aime quand même une grosse partie du film. Voilà, bon, là on va passer un peu à notre partie spoiler-free, donc le film de toute façon sera très vite dans les salles, donc ça y a pas de problème. Donc Marc, toi qui es le plus grand fan, enfin un des plus grands fans de la Terre, de Scott, t'étais très chaud, un peu comme moi d'ailleurs sur Alien Covenant. Comment t'as reçu le film et tout ça? Donc on ouvre notre partie un peu spoiler-free. Donc moi voilà, j'aime énormément Prometheus, notamment parce que c'est très différent d'Alien. C'est une raison pour laquelle il a été en partie boudé par le public, c'est parce que c'était pas Alien, c'était un truc plus pompeux, c'était un truc genre presque une sorte de péplum stellaire et tout, ça devenait un truc biblique, tout ce qu'on veut. Enfin, on s'éloignait complètement de la série B dans les châteaux hantés avec des chaînes qui coulent et de l'eau qui coule du plafond.
Donc moi j'adorais Prometheus pour ces raisons, pour plein de questionnements mythologiques que le film abordait et les perspectives qu'il ouvrait sur on va dire un nouveau rayon de science-fiction avec la 3D, l'ère numérique et tout ça, parce qu'en plus c'était le premier film en 3D de Scott, le premier film en numérique de Scott, etc. Donc ça ouvrait vraiment toute une période que d'ailleurs pour moi il a parfaitement géré. Enfin j'aime vraiment tous ces films en 3D. Et donc Alien Covenant, voilà, je suis déçu sans être trop étonné parce que pour moi je vois le film comme la résultante d'une production qui m'a semblé vraiment chaotique. On annonce un film qui n'est pas du tout ce qu'il est au final, c'est-à-dire que le film à la base c'était Paradise Lost, donc c'était la suite de Prometheus, ça commençait tout de suite après Prometheus, ça racontait l'histoire de Noomi Rapace, enfin c'était la suite des aventures de Noomi Rapace. Le film a totalement viré au cours de sa production, le casting a changé, on a annoncé Catherine Waterston, etc. Alors attention, tu as tout à fait raison, hein, mais rappelons-nous que c'est exactement la même chose pour Prometheus, qui devait aussi nous parler exactement de ça et de ces thèmes-là. Et je pense qu'il y a même si il est assez beau joueur en général avec les studios Ridley Scott et qu'il joue jamais, il crache pas dans la soupe. Je pense que systématiquement il y a une lutte extrêmement âpre sur ce qu'il essaye de raconter et ce qui se retrouve dans le film au final. Ce que j'aime bien sur Scott, c'est on va dire c'est sa manière de pouvoir avoir des compromis dans les films qui lui permet d'avoir des gros budgets, ce que certains grands réalisateurs, ou grands dinosaures ne peuvent plus vraiment se permettre parce que ils ont un peu perdu leur audience, etc. Tandis que Ridley Scott essaye de conserver ce côté très grand public, ce côté blockbuster, etc. en faisant ses films à lui, ses films d'auteur. Donc souvent avec les grands studios, la Fox, Universal, etc. ça marche par certains compromis. On l'a vu sur Kingdom of Heaven, on l'a vu sur American Gangster, sur d'autres films. Et donc, pour moi, ça marche sur Prometheus, c'est-à-dire d'un côté, il y a Ridley Scott qui veut faire son film sur la race des ingénieurs, sur tout ça. Il en parle d'ailleurs, la première fois qu'il en parle, c'est dans un commentaire audio d'Alien qu'il a fait en 2002-2003. Il parle du coup qu'il aimerait faire un film sur le Space Jockey. Bon, de l'autre côté, il y a la Fox qui évidemment veut une autre grosse saga de science-fiction phare. Quand à côté, ils ont Avatar, ils ont envie d'avoir une autre grosse saga. Et Avatar tarde à arriver. Donc, Avatar, le nouveau tarde à arriver. Et sur Prometheus, ça marche parce qu'en fait, il y a plein de choses que je vais reprocher à Prometheus. C'est dès que Prometheus lorne du côté d'Alien, par exemple, la toute fin de Prometheus avec cet épilogue que je trouve un peu gratos, plaisant visuellement, qui est vulgaire, jouissif, tu vois, mais bon, qui sert pas à grand chose. Et pour moi, le reste du film fonctionne bien parce que j'arrive à reconnaître vraiment la patte de Fox et la patte de Scott qui fait un film dans une direction opposée parce que ça lui fait plaisir de frustrer les gens, de proposer d'autres choses, etc. Et pour moi, cet équilibre, il a été perdu dans Alien Covenant. Il existe dans une partie du film, en fait, il existe dans, on va dire, les premiers 3/4 d'heure, la première heure, où je trouvais ça très intéressant. Par exemple, je trouve les premières minutes, moi j'ai beaucoup aimé cette jeunesse de David, je trouvais ça génial. C'est une séquence qui est très visuellement, forte. déjà, elle est géniale. Mais il y a plein de trucs, moi, que je trouve. Alors, sur l'intelligence artificielle, il est relativement limité, dirons-nous, mais moi, il y a des choses il y a vraiment des scènes où tu sens qu'il a un malin plaisir à te dire, regarde, hein, j'ai même pas besoin de bouger ma caméra, je vais te mettre les fois. Le dialogue autour de la flûte entre les deux androïdes, enfin, c'est une petite leçon de minimalisme, d'intelligence et de gestion de la dynamique à l'intérieur d'un plan et de la notion de menace que je trouve superbe. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le film qui me plaisent. Et en fait, moi, ce qui m'a séduit, je comprends ce que tu veux dire, mais il me semble qu'il déplace en fait cet équilibre. C'est-à-dire qu'au milieu de cette série B, comme on l'a dit, très brute, très bête, entre guillemets, très simple, il te met des trucs, la façon dont il gère la notion du religieux, le sort qu'il réserve aux personnages qui ont un rapport à la foi, ça te dit quelque chose qui était aussi présent dans Prometheus, mais que là, voilà, il incarne très différemment de son rapport à la croyance et à la transcendance, et c'est une forme de doigt d'honneur. Il y a un des plans, qui est un des plans les plus cruels que j'ai vu depuis très longtemps, c'est le plan de Billy Crudup voyant sortir d'un vaisseau en flammes sa femme agoniser, brûler à quelques pas de lui, où tu te dis genre, ah oui, t'avais envie qu'il passe un sale quart d'heure, le missionnaire quand même, là. Et c'est c'est fait avec une hargne que je ne connaissais plus. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ses précédents films, mais si tu veux, c'est pas des films hargneux, on peut pas dire ça. Non. Et là, c'est vraiment assez saisissant. On parlait de la violence, voilà, il y a une volonté de retourner à un truc extrêmement organique, extrêmement poisseux. Donc ce qui s'appelle désormais, je crois, le Spinebuster, c'est ça. Oui. Le Spinebuster, ça va quoi. Il est en colère, cet animal. Voilà, il y a énormément de petites choses, alors un peu éparses, des fois effectivement un peu chaotiques, mais qui font que pour moi le film fonctionne assez bien. Et voilà, et cette espèce de volonté du film d'être un peu énervé, un peu sale gosse en fait, de me dire t'emmerdes.
me plaît beaucoup. Et jusqu'à la fin, tu sens que Scott est quand même un peu dans la réaction et donc, mine de rien, dans un dialogue très très actif avec son spectateur. Jusqu'à dans cette conclusion où il te dit genre, et maintenant je vais te faire de la belle image, allez hop, la bim, je te mets des particules partout, c'est super joli. Ouais, c'est très ludique, ça me stimule beaucoup. Et encore une fois, et la conclusion et la façon dont la figure de David évolue et prend de l'importance dans le récit, voilà, moi ça me plaît énormément parce que c'est lui le Oui, cœur. c'était déjà lui dans Prometheus. Absolument. qui était- Ouais, mais voilà, mais attends, tu vois, on parle pas d'un anti-héros, juste d'un mec qui dirait genre ouais, je picole un peu, je suis méchant. Non, là c'est vraiment c'est un Frankenstein parfaitement assumé et qui et justement, alors tu dis le film essaie de raccrocher les wagons avec la saga Alien. Moi, j'ai pas tellement l'impression. J'ai le sentiment au contraire qu'il part physiquement et symboliquement dans sa propre direction à la fin et avec vraiment un truc, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me faire de tout ce vaisseau rempli de trucs et de machins. Et je te dirais, le seul truc que j'ai trouvé vraiment atrocement con dans le film, mais vraiment atrocement con, c'est que quand il te sort ces embryons de son corps, qui je suppose doit être à une certaine température, pour les mettre au frigo, et tu fais genre, mais je comprends pas, pourquoi tu les mets au frais s'ils étaient au chaud, enfin, pourquoi il y a besoin de les mettre au frais vu qu'il t'avais pas de frigo là-bas, qu'est-ce que c'est que cette connerie, à part pour pouvoir me faire une image de toi le mettant, enfin tu vois, là ça pour le coup j'étais là genre, ça n'a aucun sens. Ilan? Moi, je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit concernant la cruauté du film. Oui, effectivement, le film est cruel, il y a un côté sale gosse, hargneux, tout ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui fonctionne à partir du moment où on a un minimum d'empathie pour les personnages. Moi, j'ai eu aucune empathie pour les personnages et ça rejoint ce sentiment d'indifférence que j'ai eu pendant tout le film. C'est-à-dire que je me suis attaché à aucun personnage. Leur sort m'était totalement différent. Et ce qui est dommage parce que c'est un vaisseau dans lequel en fait il n'y a que des couples et donc ça aurait été intéressant d'explorer un peu tout ça, justement, voir comment ces couples fonctionnaient, le fait qu'ils voient leur conjoint mourir devant leurs yeux, ça amène effectivement une certaine cruauté, mais comme les relations ne sont absolument pas creusées, les personnages ne sont absolument pas creusés, on en a un peu rien à faire. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, c'est juste un jeu de massacre, mais sans aucun sentiment ni d'attachement, ni de cruauté, ni de ah c'est bien fait pour lui, ou on n'a rien en fait. C'est ce que je reproche au film. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la promotion, on avait pas mal d'images, on va dire sympathiques de l'équipage où ils étaient tous ensemble, tout allait bien. Et alors toutes ces images-là dans le film ont en quelque sorte disparu parce que dès le départ, ou en tout cas dès qu'on arrive dans le vaisseau, c'est la merde et tout le monde meurt quasiment. Moi, je trouve que c'est assez bien. L'une des premières scènes d'action, vraiment, dans mon souvenir, il y a quand même deux personnes qui glissent dans du sang et ils sont ridicules. Donc, moi, dès ce moment-là, je me suis dit ça va être ça ils vont être nuls. Ils vont être nuls. Mais ils sont nuls, mais ils sont pas stupides. C'est-à-dire qu'on sont pas stupides, mais ils sont jamais. On se dit ils vont réussir. Mais il les déteste. Attends, Scott les déteste. Voilà, il déteste ces personnages. Moi, c'est un truc qui, du coup, je suis d'accord avec toi que j'ai pas d'empathie avec eux, mais cette espèce de dynamique très, très nihiliste. J'ai pas l'habitude de la voir beaucoup aujourd'hui, surtout dans des gros films de studio. Et du coup, ça crée une dynamique qui est autre, qui pour moi relève pas de l'empathie. Je suis bien d'accord. Cartel fonctionnait sur ça. Dans mon souvenir, c'était des personnages dont on avait rien à foutre. Enfin, non, c'est encore pire parce que tu les méprises. Genre Michael Fassbender, tu le méprises. À un moment, t'as la pitié pour lui en fait. Oui, parce que tu le méprises tellement il est dans le sens pathétique, tu dis genre pauvre garçon. Et après, ce qui est intéressant dans Alien, du coup, c'est que tu disais il y a pas d'empathie, ce qui est vrai. Mais finalement, le seul pour qui t'as de l'empathie, c'est David. Bah oui, mais c'est ou ça. alors c'est Walter, sachant que finalement, ça ferait un peu ton côté Angers Démon, même sur Scott, tu vois, ton côté Angers Démon, genre tue tes personnages, sauve tes personnages, tue tes personnages, sauve tes personnages. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, voilà, le film est ces personnages comme David déteste les humains. Et voilà, il y a là un truc, là c'est le centre du film, et après ça se paye au prix d'un déséquilibre quand, on va dire, évidemment, je vais pas forcément passer ma vie à rebondir sur Alien, mais dans Alien, il y avait, on va dire, un équilibre parfait, parce que quand on découvrait Alien à l'époque, en 79, c'est pas mon cas, j'étais pas né, mais quand on découvrait Alien à l'époque, on ne savait pas qui était l'héroïne du film jusqu'à la 50e minute, quoi. C'est ça. Et là évidemment on voit très bien il y a les stars et puis il y a les autres oui, clairement. Il y a quelques personnages épars qui sont éventuellement intéressants. Donc moi, c'est vrai que le côté missionnaire, je trouvais ça très intéressant parce que ça fait vraiment avec cette expédition pour un nouveau monde qui est le truc très scottien, etc., qui tourne complètement mal, avec une dimension, une question religieuse qui n'est pas la même que dans Prometheus, qui est intéressante. Moi, j'aimais bien ce côté, parce que dans Prometheus, Elizabeth Shaw, donc le personnage de Noomi Rapace, était croyante, mais il y avait le côté, j'ai l'impression d'être puni par Dieu parce qu'elle est stérile, enfin, il y avait tout un truc là-dessus.
Et de l'autre côté, oui, là, c'est le gentil colon naïf qui veut fonder réunir ses ouailles, etc. Et le fait de le voir maltraité comme ça, de dire le fait je fais un western avec des colons dans leur charrette, etc. Puis en fait, ils arrivent jamais au Nouveau Monde. Dans le western classique, ils arriveraient, ils iraient fonder leur nouvelle ville, etc. Mais là, non, on les maltraite, etc. Là, oui, il y a un truc intéressant. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on perd pas un petit peu l'envie de suivre le film, puisque si on n'a pas d'empathie envers le personnage... Alors, en fait, potentiellement, hein, c'est un risque. Mais je te dirais, voilà, moi j'ai une énorme empathie pour David. Et surtout, moi, il y a une scène du film qui me touche, mais vraiment qui me touche, où je suis ému de façon très forte. C'est la fameuse naissance de ce quasi-xénomorphe. Et en fait, voilà, Covenant, c'est vraiment le moment. Autant Prometheus, c'est quelque chose d'un peu plus expérimental, d'un peu plus de l'ordre de l'essai. Là, pour le coup, Covenant, pour moi, c'est vraiment la bascule complètement de la symbolique et de la dynamique des films aliens. Et c'est pas tant qu'il n'y a pas d'empathie, c'est qu'elle se place totalement sur autre chose. Et moi, j'ai envie qu'il y arrive, David, quoi. J'ai vraiment envie. Et jusqu'à la fin, je me dis, allez, vas-y, tu vas bien les baiser. Et donc, c'est plus du tout la même dynamique. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il n'y a plus aucun jeu sur la présence de l'alien. L'alien n'est jamais planqué. On sait toujours qu'il est là. Il arrive comme un bourrin, il défouraille tout. Enfin, l'alien ou les néomorphes. On le connaît, enfin. Voilà, mais je trouve ça très, très bien que, on va dire, Scott ait pris acte du fait que c'était plus l'heure de le planquer. Et il fallait pas essayer de rejouer, justement, le 8e passager. Alors, c'est très différent. Ça peut être frustrant, décevant ou déstabilisant tout simplement, mais je trouve que c'est plutôt bien tenu et très dynamique comme proposition. Après, comme Prometheus, essaie de créer tout un bestiaire, un nouveau bestiaire dans lequel on n'a pas forcément d'approche, parce que la naissance des monstres, elle est plus comme avant. En tout cas, on retrouve la traditionnelle uniquement à la fin. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'il va un petit peu nous emmener parce que justement, dans la salle, on parlait de la fameuse scène de la flûte tout à l'heure. Il y avait des ricanements dans la salle de projection à ce moment-là. Oui, non, mais il y a toujours des gens qui ricanent bêtement. Voilà, mais c'est ça. Est-ce que le public après désarçonné par rapport à ça? Il peut être désarçonné, surtout qu'en plus dans le film t'as quand même une tension homo-érotique et un discours, justement. Une des explorations de Walter aussi, c'est attrait à la sexualité, et il agresse sexuellement quand même un paquet de personnages pendant le film, ce qui est un truc auquel je m'attendais pas particulièrement, mais qui aussi, si tu veux, vient à nouveau nuancer, transformer, faire dévisser un petit peu la logique qu'on pouvait attendre ou qu'on connaissait de cet univers-là. Donc oui, moi je suis pas sûr de savoir où il veut nous emmener, mais Frankenstein, Prospero, ça dit quelque chose. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on le voit se débattre pour essayer de créer des aliens. Quand il va y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Quelle relation lui va entretenir avec sa création? Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Loris? J'ai aucune idée d'où ça va aller, non, c'est sûr, aucune idée. Moi, personnellement, mais j'aimerais qu'il abandonne un peu son côté intello pour demander ça à Ridley Scott, c'est un peu abaisser son talent quand même. Donc, je pense que moi, en tout cas, dans ce film-là, je me suis rappelé à quel point c'était un virtuose quand même de la mise en scène, parce que c'est vrai, en plus, ça fait des années qu'on entend tout le temps à cause d'Alien, le premier Alien, que c'est comme ça qu'il faut faire de l'horreur, ne jamais montrer son monstre, et c'est comme ça que ça fait le plus peur et que ça a le plus d'effet et tout. Et là, le fait de tout le temps le montrer de face, il saute partout, il déchire tout le monde. Et pour le coup, moi, je trouvais ça vraiment prenant, et je trouvais que c'était vraiment un renversement total du concept Alien quand même au départ, et qu'on a entendu pendant des années. C'est Alien qui a lancé ça, et le fait qu'il renverse totalement le truc, je trouve ça brillant, et je suis curieux de voir s'il va refaire ça dans le prochain ou non. Oui. Et puis il y a un truc moi, qui m'amuse aussi assez, c'est que pendant les premières minutes du film, vraiment, je m'interroge un peu, parce que t'as une espèce de caméra portée qui a l'air assez lâche, assez classique, et en réalité, le film arrive à injecter un dynamisme, et notamment, mais grâce à la précision des raccords qui est assez ahurissante, même quand c'est le bordel, même quand c'est machin, t'as pas un faux raccord, t'as pas un truc qui part en cacahuète. Il arrive à insuffler comme ça vraiment une tension que j'ai pas vu venir et que je trouve très très impressionnante techniquement. Qu'est-ce qu'il t'aurait fallu, Ilan, pour rentrer dans le film? Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il ait sacrifié sa fameuse saga des ingénieurs à celui-là, parce qu'il était censé faire plus ou moins une trilogie dessus, et puis là, l'histoire s'arrête brutalement, quoi. Ouais, enfin, effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, à savoir où est-ce qu'il veut nous emmener. Moi, c'est la question que je me suis posée pendant tout le film. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir un film un peu schizo. C'est-à-dire que j'étais plus intéressé par Prometheus 2 que par Alien 0. C'est-à-dire que dans le genre Alien-like, j'ai nettement préféré Life, par exemple, que j'ai trouvé beaucoup plus frontal et beaucoup plus assumé dans ce que ça voulait raconter. Donc c'est un peu le problème. C'est un film bicéphale. On ne sait pas trop où il veut aller.
c'est un film sur la quête d'identité, mais qui cherche lui-même une identité. Autant c'était intéressant dans Prometheus, effectivement, parce qu'il y avait ce côté expérimental, il y avait ce côté on veut vous emmener autre part, et puis bon, au final, on raccroche les wagons, c'était pas... Mais il y avait quelque chose d'intriguant et d'intéressant. Il y avait une volonté de faire quelque chose d'autre que là, je n'ai pas retrouvé. En fait, j'ai eu l'impression de voir Ridley Scott un peu retourner dans sa zone de confort, alors qu'il l'avait laissé dans Prometheus, et que j'avais trouvé ça intéressant. D'accord, Marc. Ouais, et puis non, il y a pas mal de petites choses qui m'ont surpris. Je trouve, bon, c'est pas une nouveauté chez Ridley Scott, mais je trouve le montage du film, enfin en tout cas dans sa version sale, je sais pas s'il y aura une version, mais je trouve que Alien Covenant a des curieux, alors pas le montage en lui-même, pas les raccords, etc., mais on va dire le montage global de l'intrigue, Oui, etc., qui m'a parfois, enfin où il y a des ellipses assez étranges, il y a une gestion du temps entre les personnages, par exemple, un personnage s'isole, le capitaine par exemple, pendant qu'il se fait incuber, il y a oui, le spoiler. Ah oui, non, mais ça va, on est dans le spoiler free. Quand le capitaine se fait incuber, il y a... tu le voyais dans la bande-annonce, tu le voyais devant un œuf et faire genre ah oui, il y a quelque chose là-dedans. Et voilà, la bande-annonce qui avait déjà tout révélé. Et il y a une gestion très curieuse du temps. Et d'ailleurs, ça m'amène sur une autre chose. C'est moi, j'étais un tout petit peu gêné. Après, bon, pourquoi pas. Il a le droit de réinventer ses règles, mais c'est ce curieux revirement de la période d'incubation qui devient très courte, etc. Ce qui était intéressant dans Alien, en fait, c'était un truc très long. Donc, ça donnait vraiment le côté on porte un enfant, il se développe, on a plusieurs symptômes de la grossesse, etc. Donc là, ça devient juste une maladie en fait qu'on contracte très vite. Pourquoi pas, hein. Du coup, après, ça raccroche plus aussi au côté ce que le film cherche à mettre en avant au niveau d'armes chimiques, ce qui est un propos éventuellement intéressant, mais qui est malheureusement bazardé dans un flashback qui, je pense, à la base n'était pas un flashback, qui a été remonté dans le film comme flashback, mais c'est assez étrange. Bah, qui a plutôt des airs d'introduction, au contraire, même dans sa rythmique, tu vois, dans la façon, au moment où il s'arrête, tu dis oui, c'était l'incipit, et après on enchaînait. C'était l'intro. D'ailleurs, on a vu, sur Internet, il y a un autre extrait qui a été publié qui contenait ce truc sur la planète des ingénieurs et aussi une courte séquence avec Noomi Rapace, donc des trucs qui ont été tournés par Ridley Scott qui devaient sans doute être l'introduction. Alors qui ont été tournés par son fils a priori. Non, c'est de l'autre qui a été. Ah oui, non, c'était uniquement la scène, l'horrible scène de discussion. Voilà, c'est la scène. Alors ça avait été tourné ça avait été en effet tourné par Jake Scott. Et j'étais parti du principe bêtement que comme ça faisait partie du bientôt supplémentaire, ça devait être. Et alors peut-être dès le début, il comptait pas le mettre dans le film. Je trouvais ça quand même étonnant de booker Noomi Rapace, faire vraiment une scène. Puis c'était plus appliqué sur la mise en scène que oui, non, mais tu as raison. Le découpage du dîner, donc le fameux prologue, qui est une sorte de court métrage publicitaire. En soi, bon, pourquoi pas après. Mais oui, après moi je trouve que c'est. Alors, mais peut-être dire un mot de la promo du film qui est abominable. Je sais pas si je devrais dire ça. Non, mais en fait. Qui a énormément révélé de choses et surtout qui délaye le film, c'est-à-dire que nous mettre comme ça des petits bouts de court-métrage et de machin et de bidule, ça, je trouve que ça abîme l'unité du long-métrage et c'est très problématique de faire ça, vraiment. Et surtout, en soi, c'est une extension de ce qui avait été fait sur Prometheus, mais sur Prometheus, c'était intéressant parce que c'était des éléments qui n'avaient pas lieu d'être dans le film. C'est-à-dire, dans Prometheus, Ridley Scott, donc ancien réalisateur de publicité, etc., donc là, ça devenait presque un peu méta, avait tourné pas des bandes annonces, mais des clips avec, comment il s'appelle Michael Fassbender. Non, oui, Michael Fassbender, mais aussi Guy Pearce. Ah oui, tout à fait, oui. Avec Guy Pearce, donc il avait fait le truc, le TED, où il présente du coup Wayland, le projet, etc. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir Guy Pearce, entre guillemets, vieux dans le film, mais dans la promotion, il permet d'être jeune, etc. Donc quand même, ça pouvait paraître absurde qu'il soit vieux dans le film. Il y avait vraiment un côté réfléchi là-dedans. La pub faisait écho au film. C'était vraiment une pub. C'était pas un morceau de film. Voilà, c'était pas un morceau qui avait été détaché du film. C'était un écho qui était intéressant. Puis voilà, à traiter au regard de Ridley Scott. Là, la promo, elle a pris. Puis quand on voit, par exemple, voilà, ce qu'il advient du coup d'un personnage comme celui de James Franco, où là on se demande. Pardon. Qui est un peu sacrifié en 3 secondes. Le terme personnage est à mettre entre guillemets. Là, on se demande pourquoi. C'est-à-dire que James Franco, c'est un personnage qu'on voyait dans le prologue et qui est complètement sacrifié dans le film. Mais dans ce cas-là, vers où se dirige cette nouvelle trilogie? Est-ce que ça s'annonce bien ou est-ce que Ridley Scott compte aller encore vers un nouveau style, vu qu'il change quasiment de style? Déjà, est-ce qu'il va les faire? Pour commencer. Parce que là, il a quand même, on le connaît, il a plein de projets. Hein, c'est comme Guillermo del Toro, hein, le gars il annonce 40 000 trucs, et surtout ces dernières années, et il ne les fait pas.
Donc, est-ce qu'il va les faire? Parce que la franchise dépend déjà du fait que le film soit ou non un succès. Ce qui, pour l'instant, Ce qui a pas l'air trop mal barré. Hein. Moi, j'ai un truc tout bête, c'est un peu mon radar. Sur Écran Large, quand je vois les audiences qu'on fait, je pourrais publier le menu de la cantine du tournage. On peut faire des scores. En tout cas, les gens, il va bien démarrer, je pense. Les gens sont très excités. Mine de rien, c'est tout bête, mais la Fox avançait la sortie de quoi, de 2 mois. Ouais. Quand un studio fait ça, en général, c'est quand même qu'ils se sentent plutôt bien. Quoi. Quand ils avancent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à perdre 2 mois de promo, c'est qu'ils sentent que a priori, ça sent pas trop mauvais. Quoi. Enfin, je pense. Dans ce cas-là, Ilan, qu'est-ce qu'il faudrait? Vers où il devrait se diriger pour te faire revenir, on va dire, vers la lumière? De toute façon, il m'a jamais vraiment perdu, hein, Ridley Scott. Mais de l'audace. Il faudrait qu'il aille vers quelque chose qui ne soit pas ses acquis, vers quelque chose peut-être de nouveau, de plus ambitieux, de plus épique. Je pense que ce serait ça, s'il allait sur un territoire un peu plus inconnu. Toujours avec la même mythologie, pourquoi pas, oui. Mais il faudrait qu'il me surprenne en fait. Et pour l'instant, je suis pas surpris. C'est aussi le reproche que je fais au film, c'est que je suis pas surpris. Alors, c'est peut-être aussi à mettre sur le dos de la promo dont on parlait, qui est effectivement assez catastrophique. Mais ouais, la surprise, tout simplement. Toi, Loris? Moi, vu que je suis pas vraiment attaché à Ridley Scott, auteur, et à ces thèmes qu'il aborde et tout, je serais plus tenté de dire que j'aimerais qu'il fasse un exercice de style virtuose comme il sait faire. Après, voilà, je me rends compte qu'il y a des énormes fans de Ridley Scott qui veulent pas ça, donc et je comprends totalement. Mais c'est vrai que vu que moi, dans ce film-là, ce que j'aime le plus, c'est ce qu'il y a de moins intello, de plus, on va dire, plus régressif. J'aimerais bien qu'il fasse un autre film comme ça. Après, je pense que ce sera pas le cas, mais en tout cas, j'irai voir pour sûr. Donc, après, il peut faire ça. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que l'avantage de la saga Alien, c'est que, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la saga Alien et que je la trouve unique, c'est que chaque film a été complètement différent. De Scott à Cameron, à Fincher, à Jeunet, à Ross Scott qui refait un truc différent, etc. Donc maintenant, ce que sa saga va permettre, et c'est ce que je lui souhaite, c'est qu'à chaque nouvel opus, il change les règles, il change ses règles. C'est-à-dire que peut-être on peut imaginer qu'un de la trilogie Alien à venir sera un truc très régressif, quand un autre pourrait être un truc complètement beaucoup plus intello, etc. On pourrait imaginer donc un Alien qui se déroule comme les 30 dernières minutes d'Alien Covenant, 30 dernières minutes qui sont un déluge d'action parfois intéressante, parfois un peu vulgaire quand même. Ou alors un autre Alien qui est exactement comme les 2 premières minutes de Covenant, qui est là où il y a le générique, qui est un dialogue entre Weyland et David sur l'Android, etc. Et qui, voilà, là, il y a les 2 facettes de Scott. C'est que d'un côté, il y a le Scott réalisateur c'est ce qui a fait son succès, c'est que tu as d'un côté le réalisateur du ultra visuel, de la série B, des emprunts au cinéma d'action parfois régressif, etc. Et de l'autre, le Scott qui aime beaucoup les approches mythologiques, posées, intellectuelles, qui a mélangé ça. C'est ce qui a fait la force de Alien, c'est ce qui a fait la force plus tard de Gladiator dans un truc différent. Donc pourquoi pas maintenant. Moi personnellement, en réalité, si vous voulez mon point de vue, moi ça me fait chier qu'il fasse 3 films là-dessus. Moi je préférerais vraiment voir ces autres films qu'il a développés, notamment le western qu'il devait développer. Je crois qu'il a un western qu'il a développé avec Drew Goddard. Et puis là il a l'adaptation de Cartel. Alors Cartel, le roman Cartel, le roman Cartel, qui est quand même un peu de la grosse balle, on peut le dire. Donc est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Voilà, mais ça aussi c'est un truc très excitant, quoi. Sachant que le prochain épisode de Alien s'appelle déjà Alien Awakening, que le scénario serait déjà en tout cas en écriture. Ouais, mais comme à chaque fois le titre change 16 fois, voilà. Ça verra peut-être Alien Breakfast. Hein, c'est très probable. Mais en tout cas, allez voir Alien Covenant, évidemment, si vous avez plus de 12 ans. Donc de Ridley Scott, suite de Prometheus ou alternative. C'est à vous de voir dans les salles le 10 mai 2017. C'est parti pour notre débat du jury. Donc Alien Covenant, c'est 110, 120 millions de dollars minimum, 150 maximum selon les spéculations. Donc autant d'argent à Hollywood, c'est une somme à investir qu'il faut absolument rentabiliser. Donc peut-on, comme dans le cinéma indépendant ou européen,
laisser la barre complète à un réalisateur donc qui fait son œuvre à lui selon sa vision, au risque de ne pas plaire aux spectateurs et donc qui ne pourrait pas rentrer dans les frais. Donc ainsi, pour ce débat, on se pose la question, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui, notamment par rapport à Alien Covenant, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui un cinéma d'auteur à plus de 100 millions de dollars et donc forcément notamment Hollywood dans cette économie-là? Simon, quel est ton point de vue là-dessus? Je vais jouer les Normands, mais ça vient pour plein de raisons. Ça dépend intrinsèquement du contexte économique, ça dépend intrinsèquement, j'ai même envie de dire, de la culture, de l'actualité du monde dans lequel on vit. Les années 70 ont vu émerger, on va dire, un cinéma populaire d'auteurs et de studios qui a été battu en brèche. On sait comment, on sait pourquoi, après La Porte du Paradis, après plusieurs échecs successifs en fait, de ce qu'on a appelé posteriori le Nouvel Hollywood. Là aujourd'hui, on va dire la part autorisante ou pensée, réfléchie, artistique dans les blockbusters sont réduites à sa part congrue. Déjà d'une parce qu'on va dire la rentabilité démente de films de Disney, grosso modo, change la façon d'appréhender la fabrication du blockbuster. En plus de ça, il y a une inflation délirante sur les budgets qui fait que quand ton film coûte un peu cher, c'est le patron de la MGM qui disait que la seule façon de réussir un film commercialement et artistiquement c'était le risque, mais quand le risque financier devient absolument gigantesque, il est pas déconnant que les mecs se disent genre oui Pepper, oui tu as des idées disruptives, c'est ça, va chez Jason Blum. C'est-à-dire que actuellement c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période. Maintenant, comme toutes les bulles, comme toutes les choses qui croissent de manière délirante, à un moment elle va exploser de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins importante. Je mentionnais Jason Blum et donc Blumhouse. Mine de rien, il va pas falloir très 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 longtemps pour que les gars se disent quand même le type qui fait des films à 3 millions de dollars qui en rapporte 150 juste sur le territoire américain, est-ce que ça a l'air rentable son machin quand même? Donc ça c'est par rapport au film Get Out qui est sorti il y a pas longtemps. Get Out, Split, mais globalement tout ce que sort Jason Blum, il a pas perdu beaucoup d'argent sur beaucoup de films et sur des films qui coûtent extrêmement peu cher, qui sont fabriqués à l'économie, où en général l'équipe artistique, y compris voire surtout les têtes d'affiche sont ce qu'on appelle sont à l'intéressement, c'est-à-dire qu'elles ont effectivement un salaire mais un salaire minuscule et qu'elles ont un pourcentage sur les recettes. Et en gros, tout ça donne des films. Get Out, faut voir, c'est un film qui visuellement ne trahit jamais une quelconque humilité de son budget ou un budget modeste. C'est un film à 4,5 millions de dollars. Même pour un film français, c'est pas cher. Donc ça, ce sont des données, voilà, à la fois cette tendance à la croissance des gros budgets, mais cette capacité de tout petits films, quand ils sont distribués intelligemment, et notamment en termes de chronologie des médias, à venir, on va dire, faire jeu égal avec des blockbusters, ça va forcément aussi, à assez court terme, je pense, amener à réévaluer un petit peu le rôle de l'auteur ou le rôle, on va dire, globalement, le poids de l'artistique dans la production hollywoodienne. D'après toi, Hélène, justement, est-ce que l'auteur, il peut que se cantonner à des films dont le budget est inférieur à 5 millions de dollars maintenant? Je dirais non, parce que tout dépend de ce qu'il en fait. Déjà, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle cinéma d'auteur. Effectivement, est-ce qu'il est soluble dans le blockbuster? Il y a eu des exemples récents qui ont montré que oui, qu'on peut faire du Marvel sans faire du Marvel, comme a fait James Mangold avec Logan, qui reste un film d'auteur malgré tout, parce que c'est empreint de la personnalité de l'auteur. Donc je dirais vraiment tout dépend de la prise de risque que veut prendre le studio. S'ils sont suicidaires à la Warner et qui filent un paquet de fric au Wachowski, on va droit dans le mur, mais artistiquement c'est super. Après, si on est un peu plus intelligent comme la Fox, on confie les clés à Mangold. La Fox, ils ont longtemps été. Ça a souvent été quelque chose. Puis je te dirais, Mangold, comme il n'est pas bon et que Logan n'est pas terrible, c'est bon. Non, mais après, par rapport à ça, tu as bien fait de citer Logan, puisque ça faisait partie quand même de la franchise X-Men qui était déjà un petit peu assurée. Puis en face, tu parlais de Warner. Qui a donné un peu quand même d'argent aux Wachowski pour faire Jupiter Ascending, mais en même temps, c'était à l'époque où il y avait encore Jeff Rubinoff qui était à la tête de la direction artistique, et cette personne-là, il est à l'origine à la fois de Mad Max, de Pacific Rim, même du Pan, qui a fait un échec terrible. Alors justement, il faut peut-être rappeler peut-être 2-3 bricoles. En fait, jusqu'à très récemment, on peut dire que la Warner était le dernier ou le seul à ce moment-là
très très gros studio qu'on qualifiait de directors oriented ou directors friendly, c'est-à-dire qui favorisait la vision du réalisateur même sur de très gros projets. Quand Robinov disparaît, s'en va, quitte son poste, Viré. voilà. pour le dire décemment, tout simplement, la politique du studio va changer. Et alors le sentiment qu'on peut avoir de l'extérieur, moi il me semble, c'est que plutôt qu'un changement de politique, c'est une absence de réelle politique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a en gros des lignes comptables et qu'il faut remplir la case super-héros, faut remplir la case univers attendu, faut remplir ces trucs-là, mais on n'a plus de direction artistique. Et en plus, on est suivi un moment de flou assez particulier. Il y avait des projets qui avaient été lancés par Robinov, et dans ces moments-là, c'est toujours pareil à Hollywood, mais dans plein de boîtes, la meilleure façon de t'imposer quand t'es le nouveau patron, c'est de prouver que le prédécesseur était mauvais. Donc tu salopes ta distribution, tu salopes ta promotion. Faut quand même voir que Jupiter Ascending, il n'y a quasiment pas eu d'interview des Wachowski, qui sont juste des réals cultes, hein. Rien. Et du casting pareil. Pan, c'est un film, c'est un film, c'est une horreur ce qui lui est arrivé. C'est vraiment, la Warner l'a repoussé plusieurs fois, et au bout d'un moment, moi j'avais l'impression de voir quelqu'un arriver avec un oreiller et faire genre chut, oh, le film a pas marché. Voilà, c'est terrible parce que moi j'aime beaucoup Pan. Je trouve que le film de Wright est passionnant et d'une très très grande richesse. Enfin, plastiquement c'est magnifique. C'est un film qui a été assassiné, mais ça arrive assez régulièrement. Et donc du coup, je sais plus tout ce que je voulais dire, mais oui voilà, l'auteur. Bien sûr, il y aura toujours des auteurs à Hollywood quelque part. Christopher Nolan, on en pense qu'on veut, mais son cinéma est très aisément reconnaissable. Enfin, il correspond tout à fait à la définition d'un auteur. Dans une certaine mesure, Michael Bay est un auteur. Enfin, un film de Michael Bay. Est-ce que c'est pas les derniers Mohicans, quoi? Oui, mais sans doute, tu vois, mais en même temps, j'imagine que dans les années 80, tu vois, quand le New Hollywood s'est cassé la gueule et que tout le monde est arrivé avec des décors en plastique et des cravates fluo, tout le monde s'est dit genre c'est le dernier des Mohicans, c'est foutu. Et puis est arrivé Tarantino, la vague, ce qu'on pourrait appeler la vague Tarantino, et tout un cinéma méta, alors qu'il y a aussi eu des rejetons dégueulasses, hein, mais avec les Weinstein et ça, et tout le monde se dit genre waouh, on a un paquet de nouveaux auteurs, on a tous ces auteurs de la fin des années 90, début des années 2000, et là maintenant on se dit aïe aïe aïe, c'est à nouveau tout cassé. C'est toujours une histoire de pendule. Mais après, cette période-là, c'était aussi les gros producteurs comme Joel Silver, Bruckheimer, etc. Donc déjà il y avait des noms qui aujourd'hui se sont fait un peu discrets. Parce que voilà, l'époque des Joel Silver, l'époque des Bruckheimer, l'époque des Dino De Laurentiis, etc. ont été remplacés quand même par des rangées d'exécutifs. Absolument. Et aussi, il y a une différence, c'est que maintenant, ces auteurs-là, ils évoluent dans un cinéma à moitié indépendant. Que ce soit, Tarantino, on va dire que c'est le chef de file, lui il a les gros trucs, etc. Oui. Mais les autres évoluent dans un cinéma indépendant. Et moi je repense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une compression, une pression d'ailleurs tout court de la part des studios sur les blockbusters, etc. qui est colossale, qui va être compliqué pour la génération de demain pour se former sur des gros films. C'est-à-dire que si on reprend la génération de Ridley Scott ou celle de Spielberg ou celle de Keaton, etc., qui sont des gens qui sont nés qui ont vraiment commencé à démarrer leur carrière dans la fin du Nouvel Hollywood. Donc même si c'est pas vraiment ce qu'on appelle des auteurs du Nouvel Hollywood, ils ont été contemporains de ce moment. Voilà, ils ont été contemporains de ce moment, donc ils ont été contemporains d'une certaine liberté artistique, d'une certaine liberté de production. Il suffit de voir d'ailleurs la jeunesse d'Alien pour se rendre compte que oui, le studio voulait en faire un film commercial, etc., mais qu'ils étaient ouverts aux propositions, que dès que Ridley Scott est arrivé, il a fait doubler le budget du film juste en le storyboardant tout seul. Bon, il y a plein de trucs, petits détails comme ça qui sont passionnants et très révélateurs sur les possibilités qui étaient permises à l'époque. Aujourd'hui, on a toute une jeune réalisation, on est confronté à toute une jeune réalisation, dont toute une jeune génération, dont Christopher Nolan est à part en fait. C'est une exception. Voilà, dont Nolan est une exception, mais toute une nouvelle génération d'auteurs, de jeunes auteurs qui aimeraient être des jeunes auteurs, qui font souvent leur début plus ou moins très remarqué dans le cinéma indé, que ce soit, je sais pas, Gareth Edwards. De qui on peut parler? Nicolas Winding Refn. Nicolas Winding Refn. Qui est parmi nous. Là, c'est encore différent parce qu'on va dire que c'est pas un Américain, mais James Gray dans une moindre mesure, ou Jeff Nichols, etc. Ouais. Snyder. Snyder, bon. Mais si on prend par exemple l'exemple de Jeff Nichols, ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années, 7-8 années que la carrière de Jeff Nichols a commencé. Take Shelter, Mud, Mina Special. Voilà, Shotgun Stories, etc. Et Jeff Nichols, c'est quelqu'un qui ne percera, à mon avis, jamais dans le blockbuster. Oui, mais alors, Et le problème, c'est que mais on sait que son cinéma pourrait s'y prêter. Alors, je me retiens énormément d'envoyer d'immondes petites piques fielleuses sur le cinéma de Nichols, mais non, alors.
J'entends bien ce que tu veux dire, mais en même temps, quand je vois Midnight Special, je suis pas convaincu qu'il ait besoin de beaucoup plus d'hélicoptères et de beaucoup plus de tanks et de, tu vois, Est-ce qu'il n'est pas bien déjà dans cette économie-là? Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, il pourrait faire des blockbusters. Je suis pas intimement convaincu qu'il en ait tant envie que ça. Est-ce que tu te serais pas dit la même chose de Spielberg quand t'as vu Jaws, finalement? Alors non, je suis pas d'accord parce que justement en plus, mais alors, bon là c'est un cas particulier encore, hein, c'est pas du tout pour en tirer des généralités, mais en plus pour moi Nichols est vraiment un type qui bénéficie d'une phase d'hallucination collective assez géniale pour lui et pas pour nous et tu veux qu'il vraiment singe tellement l'éthique du cinéma indépendant, de la photo, en passant vraiment par la mise en scène, son découpage, son montage et sa non-écriture que si tu veux. Je le vois pas du tout dans une autre économie, mais c'est un cas particulier. Admettons pour lui, mais après, si tu prends par exemple l'exemple du coup de Gareth Edwards, t'as donc le type remarqué avec Monsters qui catapulté une première fois, donc qui fait le grand Godzilla. écart. Parce qu'il n'y a même pas de gradation en fait, ce qu'a connu éventuellement l'ancienne génération, de passer de films de 5, 10, 15, 20 millions de dollars, etc. Là, le gars, il fait le grand écart sur un film à 150 millions de dollars, de la Warner, avec des reshoots, ça se passe pas bien, il y a une réécriture, etc. Il en fait un deuxième, c'est Rogue One, c'est pareil, il y a une réécriture, il y a des reshoots, etc. Pour à la fin arriver à un cinéma qui devient de moins en moins personnel, même si on voit il y a des fulgurances, il y a des thématiques, etc. Mais après, il accepte ce système aussi. Oui, mais il accepte ce système. Il y a toute la génération, il y a Josh Trank, etc. Et du coup, il y a toute une génération qui est sacrifiée. En fait. Alors, il y a une génération qui est sacrifiée ou qui fait pas forcément les bons choix. Il y a aussi autre chose, c'est que tu as toujours des parcours un peu atypiques. Regarde Denis Villeneuve. Villeneuve, pour le coup, alors là, typiquement, tu vois, il aura fait ses classes, et là, il est quand même arrivé, ça fait... Alors, Premier Contact n'était pas un blockbuster stricto sensu, mais ça restait un film... C'est le budget intermédiaire, c'est les films à 60-70 millions de dollars. Oui, mais attends, aujourd'hui, ce que tu peux faire avec... soyons très terre à terre. Ce que tu peux faire aujourd'hui, techniquement, visuellement, avec 70 millions de dollars, enfin, tu vois, il y a du matos quand même, quoi. Il y a de quoi faire. Et là, il est sur Blade Runner 2049, enfin, je veux dire... Ça va. D'ailleurs, ce film-là, Ridley Scott l'annonce comme le film classé R le plus cher de tous les temps. Et donc, la classification R aux États-Unis, on va rappeler ce que c'est que c'est une interdiction au moins de 17 ans non accompagnée, en fait. Voilà. Et donc, c'est très rare que les blockbusters mettent autant d'argent, en tout cas plus de 100 millions de dollars. J'avais fait la liste. En 2012, il y avait Prometheus. 2013, il y avait Elysium et Le Loup de Wall Street. Mais bon, Elysium, c'est un échec qui était produit en partie par Sony. Le Loup de Wall Street, c'était indépendant. 2014, il y a eu le deuxième 300 qui était classé R. Et en 2015, Mad Max, The Revenant. Et c'est le rare film en 5 ans qui ont été classés R, donc qui ont pris un tel risque de se sacrifier le grand public pour, on va dire, une vision d'auteur qui peut choquer. Et je me tourne vers toi, Loris, parce que je sais que tu aimes bien particulièrement donc Nicolas Winding Refn, donc un style très affirmé et très peu grand public. Est-ce que tu penses qu'il pourrait, être dans un projet qui soit aussi cher est-ce qu'il serait plus libéré peut-être ou moins? Quand tu posais la question pour Jeff Nichols, moi la seule façon dont j'imagine des gens comme ça avec un univers très marqué arriver à faire des films mais Drive c'était déjà ça en fait, c'est grâce à une star en fait. Et je pense que Logan pour moi c'est aussi ça en fait, c'est l'exemple de réalisateurs qui arrivent à monter leur film grâce aussi à un acteur. Je pense que Logan ça aurait pas existé s'il n'y avait pas Hugh Jackman qui supportait à fond. Et il y a plein d'autres aujourd'hui d'acteurs qui sont tellement starisés que je pense que c'est eux qui peuvent, en allant chercher eux-mêmes des réalisateurs, faire venir des films comme ça atypiques. Tom Cruise par exemple sur Oblivion, je trouve, moi c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas un film c'est pas un film qui aurait pu se faire comme ça sans sa présence. Brad Pitt c'est pareil, il produit moi j'aime pas forcément, mais par exemple Fury ou des films comme ça, j'imagine pas non plus que c'est des films très faciles à faire sans la star qui est avec. Et donc pour Refn, c'est exactement pareil. Je pense que et tous ces auteurs, même Villeneuve, je pense, c'est comme ça aussi que ça marchera. S'ils arrivent à s'allier avec des stars qui sont avec eux à fond, je pense qu'on peut voir des blockbusters très atypiques. Et le Blade Runner, je pense que c'est cette logique-là aussi, quoi. Alors, mais après, si tu veux, moi je pense qu'il y a une vraie question aussi de
pourquoi ? C'est-à-dire que, comment dire, je suis pas sûr que Winding Rêve n'ait envie de se frotter au blockbuster, parce que techniquement, Drive, c'est pas un blockbuster. En termes de budget, c'est quoi ? C'est du 40-45 millions de dollars. C'est un budget moyen, c'est bien, et ça te permet de faire beaucoup de choses, mais c'est pas ce qu'on appelle un blockbuster. Je pense qu'il y a des auteurs qui ont envie d'être des auteurs de blockbuster, d'être capable de se frotter et au grand divertissement et au très grand public et en faisant une vraie proposition de cinéma. C'est le cas d'un Nolan, c'est sans doute le cas d'un Villeneuve, et c'est très bien, hein. Je respecte ça éminemment, j'adore ça. Je pense qu'il y a aussi des auteurs qui sont pas dans cette problématique-là et qui préfèrent conserver une certaine, entre guillemets, intégrité ou radicalité artistique et du coup une certaine liberté qui, oui, effectivement, se fait avec des plus petits projets, des plus petits Mais machins. alors, qu'en est-il de ceux qui ont envie de le faire et qui n'y arrivent pas, comme Del Toro, Mais ça comme arrive. Terry Gilliam? Bah oui, mais c'est la vie. Non, mais c'est terrible. Non, mais tu vois, Terry Gilliam, c'est encore à part, parce que lui, il est tellement en dehors du système que pour moi, c'est presque normal qu'il n'y arrive pas. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais puis à un moment, si tu veux, quand tu Del Toro, me dis, c'est un j'ai peu à ça. ce Il niveau serait de pas poisse. plus arrivé il y a 40 ans. Mais attends, mais Del Toro, il y a aussi d'autres problèmes. Enfin, tu vois, quand tu parles avec beaucoup de gens qui ont bossé avec lui, oui, voilà, il est pas toujours très carré, très réglo, très machin. Enfin, ça peut être compliqué, hein, de bosser avec Del Toro. Quand tu parles avec un responsable d'effets spéciaux comme Steve Johnson, il te dit, ah, mais ce mec est brillant et génial. Je le croise, je l'égorge. Je l'égorge dans la rue, je m'en fous, c'est fait. Donc si tu veux, oui, mais attends, c'est affreux, tu vois, mais oui, bah oui, il y en a qui arrivent pas, quoi. Mais c'est terrible, hein. Moi, j'adorerais voir les montagnes hallucinées de Guillermo del Toro, mais voilà, l'histoire du cinéma est aussi fait de plein de projets qui ne se font pas, plein d'auteurs qui peuvent pas tout à fait s'accomplir. C'est terrible, mais là, pour revenir un peu sur Covenant, donc, est-ce que Ridley Scott a-t-il eu donc, les mains libres, entières, sachant qu'au début, ça devait juste s'appeler, ça s'appelait Paradise Lost, puis c'est devenu Covenant, puis c'est devenu Alien Covenant. Donc, est-ce qu'il a vraiment eu la liberté de création, ou est-ce que c'est juste un produit de compromis entre les exécutifs de la Fox, ceux de Brandywine Je pense qu'il y a eu du compromis, forcément. C'est moi, l'une des choses qui m'a le plus gêné dans Alien Covenant, alors on ne sera pas forcément d'accord sur le terme, mais c'est cette espèce de fan service permanent où Ridley Scott ne fait que reciter Alien et les figures qui ont fait les scènes qui ont fait le succès de la saga. Effectivement, on parlait tout à l'heure de cette dualité entre voilà, le côté Prometheus 0 et Prometheus 2 pardon, et Alien 0. Donc oui, effectivement, s'il a voulu faire Prometheus 2, je pense que c'est ce qu'il voulait faire à la base, il a dû aussi être d'accord pour faire Alien 0. Donc je pense qu'il y a eu effectivement cette espèce de... Il y a eu un compromis. Ça se ressent dans le film, ça se ressent dans la rythmique, dans le montage, dans la narration. D'autant plus que c'est malgré tout... Alors, il y a eu The Martian pour nuancer, qui a été un succès commercial, mais c'est quand même un film qui fait suite à certaines déconvenues commerciales chez Ridley Scott, parce qu'il y a Exodus dans laquelle la Fox a mis un paquet de fric. Je crois que c'est un film à 150 millions de dollars, qui n'a pas très bien marché. Pourtant, je trouve que c'est un de ses films contemporains les plus passionnants. Prometheus avait cordialement marché parce qu'il avait fait 400 millions. Ouais, mais je suis rien que sur le sol américain, hein, ça avait... Non, il avait fait 400 millions au total. D'accord, j'ai dit n'importe quoi. Il avait fait 430, un truc comme ça, 430 au total, ce qui est pas mal, etc. Mais le problème, c'est que l'ambition de la Fox, quand même, ils avaient un film rated R, c'est que eux, maintenant, c'était le milliard. Et ça aussi, c'est le problème, c'est que le milliard, ça devient une constante systématique dans les films. C'est la barre à atteindre. Ça devient spatial, tu vois. Et en plus, comme il faut conquérir plein de nouveaux marchés maintenant, c'est encore plus... Voilà. Et ça a toujours été aussi le petit problème de Ridley Scott, c'est qu'il a souvent été... Enfin, le problème, il a souvent été dans des passes dans sa carrière où il a accumulé des échecs commerciaux, s'est retrouvé à un moment où il est obligé de faire... mais où il va réorienter un film pour revenir sur le devant de la scène avec un succès commercial. Ça s'est très bien fait, enfin ça s'est très bien passé avec The Martian, parce que tout le monde avait boudé Scott et la SF Prometheus, là il a fait The Martian, tout d'un coup il est devenu acclamé, etc. Moi j'ai beaucoup aimé The Martian, donc j'étais content pour lui. Puis le film faisait du bien dans sa carrière, c'était un film heureux, machin, ça arrivait après la mort de son frère, bon. Et avant qu'il replonge dans un nihilisme total avec Alien Covenant. Et en fait, je vais pas bien. Voilà. Mais après, voilà, ça pose quand même la question aussi de la place des vieux auteurs dans le cinéma hollywoodien actuel. Lui, on va dire, il s'en sort pas si mal. Parce qu'il fait des compromis. Bon, il est coproducteur des films. Il a sa voix de Scott Free depuis le milieu des années 90. Il coproduit ses films. Même, il peut négocier aussi sa director's cut sur certains films. Parfois, il peut négocier sa director's cut. Il peut plus ou moins imposer son équipe. Même si là, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais curieusement, il n'a pas le même chef décorateur que d'habitude. C'est Chris Segers qui est chef décorateur de Tony Scott. Donc voilà pour l'anecdote. Et par contre, voilà, ça pose aussi des questions. Moi,
la question qu'il y a aussi dans ce débat-là, c'est quelle place aujourd'hui pour les gens comme Steven Spielberg. Parce que quand on voit le nombre de projets dernièrement que Steven Spielberg, qui est censé être le qui a plus été grand. le saint patron hollywoodien pendant Oui. quand même Mais deux décades. Facile, puis jusqu'à il y a pas longtemps. Jusqu'à il y a pas tout. longtemps. En gros, c'est quoi? C'est au moment de Cheval de Guerre où ça commence à vraiment décrocher. Voilà. En termes de box-office, j'entends. Voilà, ouais. Et le gars là, il avait annoncé une quantité de projets qu'il n'a pas fait, ce qui ne lui ressemble pas forcément, parce que souvent Spielberg a fait les films qu'il a annoncés, il a rarement annoncé des trucs dans le vide en fait. Et là, il y a eu plein de projets qu'il n'a pas fait. American Sniper. Et à chaque fois, c'était pour des problèmes de budget. Il n'a pas fait American Sniper parce qu'il n'a pas eu le budget. Même Lincoln qui a failli être un téléfilm Lincoln HBO. a failli être un voilà. téléfilm. Il devait faire un film. Alors, on n'a pas eu trop de détails dessus, mais il devait faire un peplum biblique qui s'appelait Gods and Kings. Tiens donc, c'est curieux, sachant que 2 ans après, il y a le Exodus Gods and Kings de Scott qui est sorti, co-scénarisé par Steven Zalian, qui a notamment écrit pour Spielberg, bon, voilà, etc., etc. Et où du coup on arrive dans une passe où Spielberg s'est entre guillemets rétrogradé à des films au budget inférieur, qui sont le budget dans lequel traîne Denis Villeneuve avec Premier Contact, des films à Absolument. 60-70 millions, type Lincoln, type Le Pont des Espions, etc. Et des films, et c'est pour aller dans ton sens, et c'est assez symptomatique, des films que les studios ne savent plus vendre. Voilà. C'est-à-dire, Le Pont des Espions, tu sentais que les mecs étaient là, bah voilà. Thriller, film d'action. Le Bon Gros Géant, ça a été incroyable. Ah, Parce mais que, bon. alors que Le Bon Gros Géant soit pas le meilleur Spielberg, je veux bien, mais le film s'est fait, mais alors charcuté avec une violence étonnante. Et tu sentais que derrière, Disney et la Métro, enfin la Métro c'est le distributeur français, mais même Disney, étaient les bras ballants devant le film, ne savaient absolument pas comment traiter le machin. Ils l'ont sorti en le touchant avec un bâton. Mais c'était également la même chose pour Cheval de Guerre, où les gars étaient même incapables de dire ah bah tiens c'est Spielberg qui va faire coucou à David Lean. Même ça, si tu veux, c'est devenu un objet non identifié. Voilà, et du Spielberg. coup, il y a entre guillemets ce grand auteur hollywoodien qui est dans une impasse, machin. Donc là, il y a l'Arlésienne Robopocalypse qui se fera, il ne se fera pas, on ne sait pas. On sait très bien que derrière, c'est un problème de budget, parce que le coproducteur du film, Frank Marshall, dit on n'a pas abandonné le film, mais on n'a pas les financements. Entre-temps, il y aura Indiana Jones 5. Entre-temps, il y aura Indiana Jones 5 qui peut-être aussi est une manière de Spielberg de faire comme Scott Ah bah aussi. clairement, non mais attends, c'est évident. Déjà qu'il n'avait pas envie de faire le 4, bon voilà. Et ainsi de suite. Du coup, moi je me demande où est-ce que va le cinéma de Spielberg. A contrario, tu as un type comme James Cameron, lui, il est en dehors du système, tu vois, il s'est créé sa propre entité où il est dans son. Bah, il son a John Lando comme Si, producteur voilà, aussi. Il est même plus dans le cinéma hollywoodien, il est à part, tu vois. C'est du cinéma cameronien, oui. Voilà, Cameron Sphere, ouais. Et tu vois, Bah, je lâche la bombe aussi Valérian. Hein. Luc Besson qui finance à 198 millions voilà, son propre film. Après Valérian, c'est presque, on va Voilà. dire, bon, C'est l'exception. Hein. C'est indépendant, je veux dire. Luc oui, Besson, mais- il a de comptes, enfin là, il va avoir des comptes, des comptes d'argent à répondre, mais il a de comptes à répondre à personne. Il y a personne au-dessus de lui qui va lui Oui, dire. voilà, maintenant, c'est pour tu ça. te calmes. Ah oui, non, Tu te mais, calmes non, le mais cul. Luc Besson il est dans cette situation qui fait un peu échapper à l'analyse, qui est très particulière, d'être et réalisateur et producteur et ce qu'on appelait les moguls, quoi, Voilà. et d'être le patron du studio, parce que il y a personne à EuropaCorp pour lui dire non Luc, non. Tu ne peux pas. Donc par définition c'est un peu différent. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc, peut-être qu'un jour, on retrouvera un cinéma un peu plus. Est-ce que Alex personnel, Proyas est voilà. auteur sur God of Egypt? Ça Ah, sera toute le la débat question du est là. prochain FDB. Ah bah alors On va passer du temps c'est là-dessus. tout le problème. Voilà. En tout cas, j'espère que vous vous fait une idée par rapport à la fois sur cette question et par rapport à Alien Covenant, Ridley Scott, James Cameron, enfin tous ces grands auteurs. Et tout de suite, nous passons à notre rubrique hors compétition. Donc pour notre rubrique hors compétition, je donne tout de suite la parole à Ilan avec une sortie DVD Blu-ray quelques minutes après minuit. Bah, je me suis dit que la sortie en Blu-ray du film est l'occasion de le réévaluer, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, ça a été un des plus beaux films que j'ai vu en ce début d'année. Très, très cruel, très triste. Enfin, c'est un conte initiatique d'une noirceur que j'ai rarement vu, en tout cas depuis ces 10 dernières années, alors qui est un peu insistant, un peu pompier parfois dans ses effets, mais qui est d'une beauté, voilà, pleurer. Moi, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme en salle. À la fin. J'avoue que ouais, j'ai versé ma petite larme et j'ai trouvé que son accueil public, enfin son absence surtout d'accueil public, on va dire, était totalement injuste, et que c'est un film à réévaluer, à revoir de toute urgence. Parce que le film n'avait pas trop fonctionné en salle, donc c'est l'occasion de revoir, enfin, de découvrir voilà, enfin, en famille ou pas. Ouais, en famille, on va dire que si t'as eu un décès récent dans la famille, c'est pas la meilleure catharsis, mais
Mais non, on va dire seul quand même, seul. Parce qu'en famille, Ouais. c'est pas le film qu'on verra le dimanche avec mamie et C'est papy, quoi. En tout cas, pas avec les enfants, c'est peut-être Voilà. ça le truc. Oui, C'est-à-dire qu'en famille, à la Ils seront limite, un peu pourquoi pas, mais traumatisés. pas avec les enfants, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire de par la fantasmagorie du film, Mm. c'est pas un film qui s'adresse aux petits. Non. C'est plus un film qui s'adresse à des personnes ou à des spectateurs qui sont en âge de conceptualiser un peu l'idée de deuil. Voilà, donc quelques minutes après minuit, donc, qui est sorti en DVD Blu-ray de Juan Antonio Bayona, qu'on retrouvera d'ailleurs pour Jurassic World 2. Ouais. Ouais, super. Donc, je passe à Loris pour sortie cinéma, donc qui sort le même jour que Alien Covenant, c'est Message from the King Ok. de Fabrice Duvels. Je savais pas. Et si. J'aurais été plus méchant avec Alien Covenant si j'avais su. Ouais, mais donc bon, moi je suis déjà un énorme fan de Fabrice Duvels au départ, depuis Vignane, depuis Calvaire, pardon, Vignane. Col 45. J'aime aussi. Il y a Alléluia qui était sorti Et plus récemment. Alléluia. Et en fait, là, c'est un projet de commande. Pareil, un petit budget, mais un projet qui il est arrivé un peu au dernier moment et dans lequel il s'est profondément investi comme il fait toujours, en faisant beaucoup de repérages, et ça se voit vraiment. En fait, le film est une plongée dans le Los Angeles, comme on voit assez peu en fait au cinéma, dans des quartiers qu'on voit assez peu, et c'est un film de commande, donc il n'y a pas forcément sa personnalité à fond, mais c'est un film qui a quand même la patine Fabrice Duvels, avec une image très granuleuse, des personnages en bout de course. Sachant qu'il y a Et, même Chadwick Boseman qui est censé jouer donc Black Voilà, Panther ouais. chez Marvel, mais là il est un peu plus. En fait, peu plus dur, quoi. Duvels dit qu'il a pris, enfin il est producteur en plus, l'acteur, Mhm. et qu'il a fait un peu ce rôle pour se préparer pour son rôle chez Marvel, et donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je conseille énormément. Donc Message from the King de Fabrice Duvels, donc qui sera dans les salles le 10 mai, et aussi la même semaine on aura I Am Not Your Negro, un très très beau documentaire. Absolument, un film de Raoul Peck. Alors oui, techniquement on le présente comme un documentaire, c'est vraiment une œuvre d'art. Alors qu'est-ce que c'est I'm Not Your Negro ? Ça se base sur les écrits de James Baldwin. James Baldwin, c'est un écrivain afro-américain qui a vécu une bonne partie de sa vie en France, en Provence si je dis pas de bêtises, et qui a écrit notamment, entre autres venant des quartiers de Harlem et ayant été très très investi dans la lutte pour les droits civiques. Il a connu la ségrégation, enfin voilà, il a bien connu la partie sympa, quoi. Et donc tout simplement, il a écrit beaucoup sur ces questions-là, et il était très proche et de Malcolm X et de Martin Luther King. Et en gros, en 79, des années après leur mort, il se décide à écrire un texte qu'il leur est consacré, où il essaye d'expliquer, de transmettre ce qui se jouait à ce moment-là. Il n'arrivera pas au bout de ce texte. Il n'y arrive pas. C'est trop dur, il n'arrive pas à l'achever. Et en plus il les connaissait personnellement. Oui, tout à fait. Il était très proche d'eux. Et donc, il n'arrive pas à achever ce texte. Et puis, ce texte va rester dans un tiroir. Et donc, le cinéaste Raoul Peck a réussi, via la fille de Baldwin, je crois, à avoir accès à ce texte. Et donc, le documentaire est composé ainsi. Ce sont des extraits de ces interventions télévisées de l'époque, dans des débats notamment, où on voit que c'est un bretteur très, très impressionnant. C'est ce fameux texte, donc complètement inédit, qui est un texte très, très fort, et des images donc d'archives d'époque et actuelles, pour essayer un peu de donner une vision d'ensemble. Alors, le film est plastiquement somptueux, il est extrêmement intelligent, il est très très fort émotionnellement, et surtout pour moi il a un mérite gigantesque. Vous savez, il y a quelque chose qui des fois peut, alors surtout de France, où on va dire, même s'il y a chez nous énormément de problématiques et de tensions raciales, elles sont de nature par définition historiquement très différentes, et il y a quelque chose qui peut toujours sembler un peu étonnant ou désarçonnant dans le discours d'une partie de ceux qui luttaient pour les droits civiques aux États-Unis. C'est cette accusation faite aux Blancs en général, il s'adressait aux Blancs comme un groupe qui peut paraître essentialisé, c'est-à-dire en disant vous les Blancs vous êtes coupables par définition. C'est un truc qui peut paraître très surprenant, et en fait la grande force du film, c'est de permettre de comprendre ce que ça veut dire concrètement. Quel est ce raisonnement, et en quoi ça n'est pas du tout juste un bête renversement du racisme ou une forme d'essentialisme, et en quoi c'est un raisonnement extrêmement construit, extrêmement fin en réalité, à partir de la réalité de ce que vivaient des hommes et des femmes comme Baldwin. Donc c'est un film qui est très très important en cela, qui l'éclaire et qui apporte, on va dire, une lumière dialectique sur ces enjeux-là très forte, qui résonne également de manière importante avec l'actualité, mais de beaucoup de pays, de notre pays, des États-Unis, de plein de pays, et que voilà, il permet de mettre à la fois des émotions très puissantes et des mots très clairs sur des enjeux très complexes. C'est assez passionnant. Et en plus, il était passé sur Arte, donc en version française, avec Absolument. la voix de Joe Star. Oui, voilà. Alors dans la version française, c'est donc Joe Star qui lit les extraits des écrits de Baldwin, et qui honnêtement fait un boulot tout à fait honnête. Il fait vraiment très bien le job. On le reconnaît quand même sacrément en VO, parce qu'en VO c'est Samuel L. Jackson. Voilà. Et Puis il a un ton
nom en plus. Voilà, et puis bon, Jackson est quelqu'un qui connaît bien le boulot de Baldwin, enfin, voilà, qui sait très bien ce qu'il lit, qui se contente pas de faire un peu d'acting en gros sur un texte bien écrit, qui est vraiment investi là-dedans. C'est assez saisissant. Voilà, c'est vraiment un film. C'est un film très. Je me méfie toujours. J'ai horreur de cet adjectif quand on parle de cinéma parce que ça fait très très pontifiant, mais pour le coup, c'est un film assez important. Donc de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, qui sortira donc le 10 mai dans les salles. Donc passons au dernier conseil, donc en grand connaisseur de Ridley Scott et notamment d'Alien, je te laisse la parole pour mettre en avant un livre de Roger Luckhurst sur Alien. Sur Alien, donc un bouquin qui s'appelle Alien de Roger Luckhurst, qui fait partie d'une collection originellement éditée par le BFI, qui sont des analyses sur plusieurs grands films, alors ou des réalisateurs aussi. Là il y a Alien. Moi j'ai Blade Runner, donc ça c'est la version du BFI, histoire qu'on parle de Ridley Scott. Donc voilà, c'est exclusivement de l'analyse. En France, parmi ceux qui ont été traduits, il y a Alien, Brasil, Shining, etc. Je crois qu'il y a les 7 samouraïs, Rashomon, je ne sais plus lequel. Et ce sont des livres absolument passionnants, vraiment parce qu'ils sont absolument centrés sur l'analyse. Il y a pas vraiment de making-of, etc. Il y a quelques rappels historiques sur la jeunesse du film. Si vous vous intéressez au making-of, à la création d'Alien, le film, lisez plutôt le bouquin Alien, la jeunesse de Ian Nathan. Donc là, Roger Luckhurst analyse le film et surtout fait une synthèse d'analyses qui ont été préalablement faites, qui sont parfois passionnantes sur le collectivisme dans Alien, sur pourquoi Alien est un film sur l'échec du collectivisme, sur des Noirs qui n'arrivent pas à travailler avec des Blancs, sur des ouvriers qui n'arrivent pas à travailler entre eux, sur des ouvriers qui n'arrivent pas à travailler avec une entreprise corporative, etc., pour à la fin vaincre l'alien. Un truc sur qu'est-ce que l'alien, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est plutôt un insecte, etc. Plein d'analyses qui sont passionnantes. Alors malheureusement, Roger et moi ne sommes pas d'accord sur Prometheus parce qu'il trouve que c'est un truc absolument idiot qui viole son adolescence, etc. Bon, passons là-dessus. Mais voilà, très bon livre d'analyse sur Alien que je recommande. Il y a vraiment des chapitres qui sont parfois avec des digressions complètes. Il y a un chapitre par exemple qui est une digression complète sur une abeille qui a une méthode de mise au monde en fait comme l'alien. En fait, ça a peut-être été inspiré de là avec Dan O'Bannon quand il a créé l'alien, mais voilà, tu as tout un chapitre sur une abeille qui est en soi complètement hors sujet, mais à la fois complètement passionnant, où il retombe sur ses pattes à la fin sur Alien, ou éventuellement sur ses suites. Donc voilà, très bonne analyse, en plus c'est très bien édité. En France, ça a été édité par Achilleos, si je dis pas de bêtises. Si, c'est bien ça. Voilà, ça a été édité par Achilleos qui a repris la version qui a réédité pour le compte du BFI en français, et il y en a d'autres qui existent en anglais, en Angleterre, Star Wars aussi, voilà. Je sais plus. Donc voilà, autant on a Alien de Roger Luckhurst, mais aussi toute la collection du BFI Classics qui est éditée en France par Achilleos. Donc ça, c'était notre dernier conseil lecture. Donc merci à vous d'avoir participé à cette émission. Ilan, on te retrouve sur Cinévibe et Cinématiseur. Tout à fait. Simon, Le Cercle et également Écran Large. Exactement. L'écran fantastique et la 7e obsession pour toi, Loris. C'est ça. Évidemment, on remercie à fond le cinéma Les Fauvettes pour nous avoir encore accueillis pour cette émission. Donc n'oubliez pas, Alien Covenant de Ridley Scott sort le 10 mai, film interdit aux moins de 12 ans. Donc si vous avez plus de 12 ans, allez le voir quand même si vous n'avez pas aimé Prometheus, peut-être que vous aimerez celui-là. Donc évidemment, abonnez-vous sur YouTube, écoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et rendez-vous directement sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Et n'oubliez pas, voir des films c'est bien, mais en voir des bons c'est mieux. Voilà, au revoir et rendez-vous à la prochaine émission. Salut.